Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Sika TV. Maintes fois repoussée depuis 1983, la monnaie unique de la CEDEAO semble plus que jamais sur le point de se concrétiser. Dénommée ECO, cette monnaie devrait entrer en vigueur en 2020 dans les 15 États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle remplacerait ainsi le franc CFA et 7 autres devises nationales qui ne sont pas convertibles entre elles. Mais le pari est encore loin d'être gagné. Plusieurs obstacles subsistent et le chemin est encore long vers une harmonisation des divergences économiques entre les 15 pays membres. Raison pour laquelle beaucoup se demandent si l'échéance de 2020 sera réellement tenue. Quels sont les préalables à respecter avant l'avènement de la monnaie unique? Que gagnent nos États à y adhérer? Le choix du régime de change de type flexible qui a été retenu, oui, est-il profitable à tous les pays? Et qu'en est-il aussi du choix porté sur l'option de la Banque centrale de type fédéral? Autant de préoccupations que je vais soumettre à mes invités que je vous invite à découvrir dans un court instant. Pour ce numéro d'Espace Éco, je reçois donc M. Serge Vianou. Il est juriste, fiscaliste, spécialiste du droit bancaire et financier, également associé dans le cabinet Fiscagès. Bienvenue à vous sur Sika TV et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame la journaliste. En face de vous aujourd'hui, nous avons M. Jaurès Sobossi. Il est lui analyste économique, directeur d'entreprise, mais également président de l'association KS Afrique non aux francs CFA. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir Ma d'être là. première question va s'adresser à vous, justement. Comment avez-vous accueilli les dernières avancées du projet de la monnaie unique de la CEDEAO? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une consécration de la lutte que vous menez au quotidien contre le franc CFA? Non. La lutte que nous menons au quotidien contre le franc CFA n'est pas une lutte de forme. C'est-à-dire, nous ne luttons pas contre le franc CFA parce que c'est une monnaie imprimée forcément en France, que ce soit une monnaie qui s'appelle franc CFA. Nous luttons contre le franc CFA pour des raisons de conditions de vie des populations utilisant la monnaie franc CFA. C'est-à-dire, notre satisfaction se fera sentir le jour où on va remarquer que la nouvelle monnaie impacte les conditions de vie des populations, améliore les conditions de vie des populations et que c'est une monnaie qui va permettre à ce que les problèmes que nous rencontrons, que ce soit le chômage, que ce soit les départs en immigration, soient des problèmes résolus. Donc pour le moment, nous l'accueillons, ça ne nous fait ni chaud ni froid pour le moment. Bien entendu, nous sommes un peu sceptiques par rapport aux signaux que nous avons eus avant l'avènement de cette monnaie éco, à savoir les agissements français que nous avons remarqués, que ce soit par rapport au voyage de Macron au Burkina en 2017, lorsqu'il se disait être favorable à l'extension de la zone économique à d'autres pays et aussi être favorable au changement de nom. Donc pour le moment, nous n'avons pas des indices qui vont nous permettre de savoir que cette monnaie ira ou il n'y ira pas dans l'intérêt des populations. Nous observons et nous ferons des analyses beaucoup plus pointues au moment opportun. Serge Vianou, comment est-ce que vous, de votre côté, vous accueillez ces dernières informations? Oui, moi je pense que c'est une avancée notable dans l'avènement d'une monnaie de développement pour les pays africains, parce que le principal grief que nous on avait contre le franc CFA était l'arrimage à l'euro, avec une fixité dans la convertibilité. Et ici, maintenant, les pays africains ont adopté le régime de système de change flexible par rapport aux monnaies internationales. Donc, je pense que c'est une avancée, puisqu'il faut commencer forcément quelque part. C'est une avancée qui nous permettra de quitter le sous-développement économique qui caractérise nos pays. Vous avez parlé d'une monnaie de développement. En quoi est-ce que les pays de la CEDEAO vont réellement tirer un développement à partir de cette monnaie-là? Oui, vous savez, nous avons actuellement un CFA qui est
disons, arrimé à une autre monnaie. Mais il n'y a pas que le CFA dans la zone CEDEAO, il y a aussi le Naira, il y a le CEDI, etc. Oui, dans ces pays, les autres pays qui ont leur monnaie nationale, ont leur propre banque centrale. Alors, le développement économique passe par le budget et la monnaie. Mais dans la zone CFA, nous n'avons pas la liberté de notre politique, disons, monétaire. Tout est fixé, tout est dicté par la France. Mais les autres pays, ils ont la liberté d'agir sur leur monnaie comme il le faut. Vous voyez le Nigeria, la dernière fois, quand il y a eu la chute des cours du pétrole, le Nigeria a dévalué sa monnaie. Sinon, il aurait été exempt. Il aurait été en difficulté, dans une énorme difficulté économique. Si c'était un pays de la zone CFA, on ne pourrait pas faire une pareille dévaluation. Ce n'est pas possible. Il va falloir que la France accepte que la dévaluation impacte les 14 pays qui utilisent cette monnaie. Il faut regarder la Chine. La Chine a une monnaie artificiellement basse. C'est parce qu'elle a la liberté de fixer son taux de convertibilité. C'est pour ça que la Chine demeure toujours un pays attractif pour ceux qui s'en vont acheter là-bas. Si c'était une monnaie qui était, le yuan était une monnaie arrimée à une autre monnaie comme l'euro, il n'aurait pas eu cette liberté de politique économique là, et monétaire. Donc je pense que si nous avions eu, dans la période de la crise, de la chute des cours du pétrole, la possibilité de dévaluer notre monnaie, on aurait aussi dévalué notre monnaie et l'ajuster sur le Naira, ce qui aurait permis la continuité des échanges entre le Nigeria et le Bénin. Puisque nous, notre économie, par exemple le Bénin, notre économie béninoise, dépend en grande partie de l'arrivée des Nigérians ici pour acheter. Mais quand ils dévaluent leur monnaie, et les autres n'arrivent plus ne sont plus assez riches pour venir dépenser ici. Donc nous, si on a notre propre monnaie, on pourrait agir sur les taux et d'évaluer, faire des dévaluations compétitives. Mais là maintenant, nous avons toute notre politique monétaire dictée par la France. Ce n'est pas normal. Vous avez évoqué la Banque centrale et l'option qui semble être prise maintenant, pour l'éco en tout cas, c'est l'option d'une banque centrale de type fédéral. Vous pensez que ça nous avancerait? Je pense toujours qu'il faut commencer quelque part. Quand ils vont commencer, ils vont ajuster forcément en fonction des difficultés qu'ils auraient rencontrées sur le terrain. Parce que là, dès que la Banque centrale est libellée, c'est-à-dire il y a une part de la politique monétaire qui est laissée au pays. Et sur le plan macroéconomique, la Banque centrale agit sur comment pourrais-je dire? Je pense en tout cas que c'est un début. Il faut commencer quelque part. Monsieur Soubossi, vous ne semblez pas être de cet avis-là? Je n'étais pas de l'avis qu'il émettait en faisant des éloges à la dévaluation, à une politique de dévaluation de monnaie, parce que je trouve que la dévaluation d'une monnaie est une méthode la plus simple aux dirigeants d'escroquer leur population. En termes caricatural, ça veut dire que quoi? Si votre monnaie vaut de telle sorte que votre patrimoine est de $10 000 et qu'on dévalue la monnaie, votre patrimoine ne vaudra plus $10 000, mais vaudra peut-être 7 000, mais 6 000 $. C'est qu'on a puisé sur chacun des citoyens de la devise pour combler les déficits budgétaires ou bien les fuites de capitaux que les gouvernants ont laissé se produire dans le pays, qui ont causé une dévaluation. Si nous luttions contre le franc CFA, ce n'était pas principalement pour avoir la liberté de dévaluer comme on veut, de réajuster la valeur monétaire comme on veut. Dans ce que nous proposons en remplacement du franc CFA, nous proposons une politique qui va permettre de maintenir la nouvelle monnaie dans une valeur donnée pour que les populations ne se sentent pas escroquées à tout moment par des dévaluations. La nouvelle monnaie que vous préconisez à votre niveau s'impose à la zone CFA et pas à toute la CEDEAO, n'est-ce pas? La monnaie que nous préconisons s'impose à tous les 14 pays utilisant le CFA, parce que nous nous entendons pas laisser ceux de l'Afrique centrale continuer avec le franc CFA. Et vous faites quoi des autres pays membres de la CEDEAO? Les autres pays membres de la CEDEAO, nous estimons
qu'il n'est pas encore peut-être temps pour nous de marcher avec eux, étant donné que le Nigeria aussi avait demandé une déconnexion de tous les pays CFA de la France avant de pouvoir avoir une monnaie avec le Nigeria, ce qui est tout à fait normal. Mais comment est-ce que cette déconnexion va se faire si on ne passe pas par une monnaie propre à ces zones CFA et non dépendante de la France? C'est ce que nous avons proposé. Maintenant, ils sont allés un peu devant les faits à proposer l'éco. Maintenant, qui sont ceux qui sont dans l'équipe qui travaille pour l'éco? C'est ça, il faut voir. Quel rôle joue la France dans l'équipe qui travaille pour l'éco? C'est ça, il faut connaître. Bah, dites-nous. Pour le moment, personne ne sait. C'est eux seuls qui savent. Les travaux ne sont pas ouverts à la société civile. Les travaux ne sont pas publics comme il faut pour qu'on puisse connaître tous ces détails. Mais qu'on le veuille ou non, avec le temps, on connaîtra ces détails. On connaîtra, qu'on le veuille ou non, les dessous de cette chose. Sauf que la France n'a plus la possibilité aujourd'hui de tromper tout un peuple, comme ils ont fait en 1945 lorsqu'ils Vous estimez finalement que l'éco, ce n'est pas ce qu'il faut pour la sous-région ouest-africaine? Non, pour le moment, à mon avis, l'éco n'est pas ce qu'il faut pour la sous-région ouest-africaine, étant donné que nous n'avons pas encore clairement la position de la France, le rôle de la France, la centralisation des devises, les règlements internationaux. Que feront les pays en devises étrangères? Qui va gérer tout ça? Que fera la France? C'est ce que nous voulons savoir d'abord, avant de savoir si l'éco est effectivement une monnaie ou autre. En plus, si une monnaie ne favorise pas le développement de l'industrialisation par des acteurs locaux, sans faire recours à des investisseurs étrangers, cette monnaie n'est pas une monnaie qu'il nous faut. Si une monnaie ne favorise pas l'implantation de nouvelles entreprises qui vont offrir des emplois à cette jeunesse désœuvrée qui n'a pour seul espoir de traverser l'Occident et de pouvoir trouver des emplois qu'elle pouvait trouver ici, cette monnaie n'est pas la monnaie qu'il nous faut. Si une monnaie ne permet pas que nos rues soient réaménagées de manière décente et que nous puissions vivre aussi dans des cadres de vie propres qui ne vont plus inspirer la honte, ne vont plus inspirer l'humiliation, on ne voudra pas de cette monnaie. Si une monnaie ne permet finalement pas que l'image que nous avons sur nos billets ne soit plus des images d'animaux comme ce qu'on a sur le franc CFA, ce ne serait pas une monnaie qu'on voudrait. Monsieur Viano, vous estimez que la France est derrière tout ça? Non, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, revenir sur le problème de la dévaluation. En réalité, la dévaluation est un moyen de développement économique, de compétitivité économique. Mais à entendre M. Sogossi, c'est que tous les problèmes de l'Afrique viennent de la France. Mais non, une monnaie n'est que ce que les dirigeants en font. Si vous avez la liberté sur votre monnaie et que vous n'avez pas une bonne politique économique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais vous dire par rapport à la dévaluation. S'il vous plaît. Vous savez, nos pays africains ont un problème particulier, c'est la mauvaise gestion des ressources publiques. Que ce soit les pays de la zone CFA, que les autres pays hors de la zone CFA. C'est d'avoir un problème de mauvaise gestion des ressources publiques. Mais vous savez, quand on dit que la France, la monnaie doit nous permettre d'avoir des rues décentes, de créer des industries, c'est pas la monnaie qui crée les industries. Il faut qu'il y ait une politique qui vise à promouvoir les champions nationaux en matière d'économie. Regardez le Maroc. Le Maroc a beaucoup de groupes. Le paysage africain, le paysage bancaire et financier africain actuellement, en tout cas en Afrique subsaharienne, est pratiquement dominé par les groupes bancaires marocains. Quand on prend BMC, certains groupes, c'est eux. C'est parce que le pays a une politique économique forte. Mais ce n'est pas seulement la monnaie qui fait ça. Ce n'est pas seulement la monnaie. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Quand vous êtes dans un pays où on lutte contre le patronat, le pays ne peut pas se développer. Là, ce n'est pas un problème de monnaie. Je pense que la monnaie ne va pas résoudre tous les problèmes, même si elle va contribuer à résoudre une partie des problèmes. Elle ne va pas résoudre tous les problèmes. Pour en venir à ma question, la France joue un rôle derrière l'éco? Non, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais quand moi j'ai appris que l'éco, ils ont adopté un régime de convertibilité flexible par rapport aux monnaies internationales, je me dis que la France, l'influence de la France sera obligatoirement diminuée. Ils seront obligés de rapatrier les réserves d'or pour venir au niveau de la Banque centrale ici. Ils doivent le faire parce que le Nigeria, ça faisait partie des conditions sine qua non que le Nigeria avait posées pour être dans cette monnaie commune-là. Donc, quel que soit Alpha, je pense que l'éco nous permettra de nous désarrimer de l'euro
et de lutter contre l'influence de la France. Je reste sur aussi. Je voulais on ne va pas faire le débat sur la dévaluation, s'il vous plaît. On va évoluer dans les Oui, la dévaluation est quand même un outil de compétitivité. Vous savez, je vais dire, monsieur Soubossi, vous savez, quand le Nigeria a dévalué sa monnaie, à chaque fois que le Nigeria a dévalué sa monnaie, on a toujours eu des crises ici. Dans les années 70, en 83, après, je crois 88 ou 90, à chaque fois que le Nigeria a dévalué sa monnaie, il y a toujours un problème au Bénin ici. Parce que notre économie dépend fortement des échanges économiques que nous avons avec le Nigeria. Alors, c'est parce que les Nigériens sont riches qu'ils s'en viennent dépenser ici. Si le président estime qu'il faut dévaluer et limiter leur pouvoir pour limiter la fuite des capitaux, notre économie va en pâtir. Donc, si dans des pays qui se respectent, on peut aussi ajuster notre politique, notre monnaie, sur leur monnaie pour leur permettre toujours de venir dépenser. Puisqu'ils sont des consommateurs, des acheteurs qui viennent investir dans notre pays. Ça se fait dans toutes les grandes économies. La Chine, l'un des reproches que les États-Unis font à la Chine, c'est que le yuan a une valeur artificiellement basse. Et la Chine le fait pour permettre à ces industries de tourner. C'est vrai, il faut que la gestion de la monnaie soit accompagnée par d'autres, toute une panoplie de mesures pour permettre à notre économie de vraiment tourner. Il faut nécessairement qu'il y ait des PMI qui puissent impulser le développement, contrairement à ce qui se fait actuellement où on pense que c'est les multinationales qui vont développer un pays. Les multinationales n'ont jamais développé un pays. Mais c'est une affaire de politique. C'est une affaire de politique. Nous l'avons dit ici au cours d'une émission sur le financement de l'économie. On peut, tout ce qu'on prend de l'extérieur, on peut le trouver ici. Il suffit de mobiliser l'épargne privée. Tout l'argent qu'on nous prête, c'est les ménages qui déposent, on collecte les fonds de pension, les gens collectent et viennent nous vendre ici. Nous pouvons le faire ici. Ça là, c'est lié à la politique publique, à la gouvernance. Ce n'est pas seulement la monnaie, mais la monnaie telle que ils sont en train de faire avec la flexibilité du taux nous permettra de nous affranchir. D'abord, je vais reste aussi. Parce que quand vous voulez transférer de l'argent actuellement, faire dans un pays en dollars, faire un transfert en dollars par exemple, vous devez d'abord acheter les euros, payer ce taux, ensuite payer encore la conversion en dollars. C'est ça. Mais avec un taux de change flexible, vous allez directement payer la monnaie qu'il faut. On laisse la parole à Jaurès Sobossi, s'il vous plaît. D'abord, je voulais dire, le franc CFA était fixe par rapport à l'euro, mais le franc CFA était une monnaie flexible par rapport à toutes les autres monnaies du monde. Je suis d'accord. C'est-à-dire, la fixité du franc CFA n'était que par rapport à l'euro. Et quand l'euro varie par rapport au dollar, c'est que le franc CFA varie par rapport au dollar. C'est que le franc CFA varie par rapport au yuan et autres, quoi que ce soit. Donc, c'est seulement la déconnexion qu'on a eue par rapport à l'euro aussi, par rapport aux fluctuations qu'on va avoir. Oui. La monnaie crée l'industrie. Parce que quoi? Pour créer une industrie, il faut des capitaux. Pour ces capitaux, il faut des crédits bancaires. Pour avoir les crédits bancaires, il faudrait que la Banque centrale puisse avoir déjà inclus dans sa politique monétaire la marge de crédit à accorder par an. Chez nous, c'est 23%. Le ratio crédit à accorder aux entreprises par rapport au PIB, c'est de 23% du PIB. Ce chiffre du 23% est ce qui a bloqué le développement jusqu'aujourd'hui. En France, le ratio crédit-PIB est de 101%. Aux États-Unis, c'est 157%. Nous avons de très petits PIB. Si on ne prête que 23% de ce petit PIB aux entreprises, c'est clair que nous n'aurons pas assez d'entreprises, nous n'aurons pas d'industrie. Paul Kagame a réuni toutes les banques et lui a dit « Je ne veux plus entendre parler du ratio crédit-PIB de 20%, portez le minimum à 80%. » C'est une décision purement politique et qui contient dans la politique monétaire les moyens de permettre aux porteurs de projets ou de permettre aux entreprises d'avoir les ressources nécessaires pour avoir les machines, pour avoir les industries, pour pouvoir faire de l'investissement donné. Et c'est en cela que la monnaie crée les entreprises. C'est en cela que la monnaie crée l'industrie. Le Nigeria a un taux d'inflation de 12% parce qu'ils font circuler beaucoup plus d'argent pour financer les nouvelles entreprises. Ce que nous ne faisons pas, ce qui fait que nous sommes à un taux d'inflation de 1% dans la zone UEMOA. 1%, c'est une limitation drastique de la masse monétaire en circulation et donc des crédits aux entreprises, des crédits à la consommation. Et tant que nous sommes dans dans ce vice de répression économique, la monnaie ne va pas créer le développement chez nous. Et c'est en cela que je regrette que la Banque centrale retenue ne soit pas de type unitaire pour que les décisions
s'applique à tous les pays, donc à toutes les banques. Vous estimez que l'avènement de l'éco ne va pas changer la donne? Non, l'avènement de l'éco ne va pas changer la donne, étant donné que les taux d'inflation, les taux de circulation monétaire dans les pays ne seront pas les mêmes. Le Nigeria sera toujours à 12% de taux d'inflation, nous serons toujours à 1% ou bien parfois à moins 0% de taux d'inflation chez nous. À moins que notre banque centrale change de cap. Et pour ce changement de cap, il faut peut-être se déconnecter complètement de la France et vouloir faire le développement de ses citoyens, vouloir faire le développement de ces populations, permettre à ce que ceux qui viennent aussi du zéro puissent devenir quelque chose. Nous avons vu tous les crédits bancaires mis en place par la Banque centrale du Nigeria lors de la crise pétrolière, et c'est ce qui a occasionné en fait la dévaluation, pour que d'autres acteurs économiques puissent devenir chefs d'entreprise au Nigeria, pour que des gens puissent obtenir des prêts, même parfois sans garantie, et suivi peut-être par des cabinets qui co-signent les chèques de leur entreprise pour empêcher que ces gens-là prennent l'argent et disparaissent, ou bien prennent l'argent sans investir sur les besoins réels de l'entreprise. Des mécanismes pareils doivent être remis sur la place, et non seulement les mécanismes que font actuellement la BCEAO, à savoir le refinancement des banques par rapport au crédit qu'elles vont accorder aux entreprises déjà existantes, étant donné que pour obtenir un prêt aujourd'hui dans une banque, on vous demande d'exister, de faire peut-être 3 ans d'exercice, de prouver les bilans d'activité de 3 ans, ce qui veut dire que celui qui n'a rien au départ n'aura jamais rien, n'aura jamais une entreprise. S'il ne rentre peut-être pas dans des réseaux privés de financement, des réseaux parfois occultes, excusez-moi, ou bien des réseaux où il se fait financer par des politiciens qui ont soit détourné de l'argent quelque part à gauche, à droite, et vous voulez participer au blanchiment de cet argent. Tant qu'on ne va pas se retrouver dans un système où l'accès au crédit bancaire sera simplifié et permis à tout le monde, comme vous le dites, l'épargne publique ne va jamais servir à créer des sociétés, à permettre le développement. Et c'est en cela que la nouvelle monnaie doit régler principalement ce problème d'abord. Si ce problème est réglé, tous les autres problèmes annexes vont se régler. Que ce soit le taux de change, que ce soit les réserves de devises, tout le reste sera des artifices à régler progressivement. Si on permet surtout à toute cette jeunesse d'avoir accès aux moyens financiers pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir avoir d'autres sociétés, et que toutes les grandes sociétés chez nous, quand vous voyez à gauche, à droite, appartiennent tout ça des étrangers. Personne aujourd'hui ne peut rêver, se lever et fabriquer les micros que nous avons sur notre table, parce que dans sa tête, il sait qu'il n'aura jamais le financement. Pour ça, on ne peut pas se lever soi-même, créer une industrie, commencez par fabriquer ceci d'abord avant de se faire accompagner par une banque. Parce qu'avant que le premier micro ne sorte, c'est que vous avez déjà investi le maximum de capitaux. Ce qui n'est pas actuellement possible dans la zone CFA, dans la politique monétaire que mène la BCEAO. Finalement, Serge Vianou, que gagnent les États membres de la CEDEAO? On va avancer dans le débat. Oui, on avance. Que gagnent les États membres de la CEDEAO à adopter l'éco? Les États de la CEDEAO gagnent beaucoup à adopter l'éco. D'abord, la convertibilité entre les différentes monnaies de la zone. Cela va permettre de booster les échanges intracommunautaires. C'est important. Je pense que M. Sobossi, il a pris l'exemple du Rwanda. Ça, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision liée à la monnaie, c'est une décision politique. Le financement de l'économie actuellement ne passe plus par le circuit forcément bancaire. Il y a beaucoup d'autres acteurs du financement qui ne sont plus dans le système, qui ne passent plus par le système bancaire. Il y a un glissement, une diminution du rôle des banques dans le financement de l'économie actuellement. Il y a beaucoup d'acteurs, les fonds d'investissement, beaucoup d'autres acteurs qui financent même plus que les banques actuellement. Tout ça, là, ce sont des décisions politiques. Je pense qu'avec l'avènement de cette monnaie, nous avons un marché intérieur de près de 450 millions d'habitants. Il faut que les dirigeants politiques prennent la décision de développer leur économie, de développer le secteur privé. C'est parce que nous pensons toujours, dans nos pays, surtout au Bénin, que la résolution du chômage passe par les recrutements dans la fonction publique ou ce genre de choses. Non. Nous sommes dans des pays, c'est parce que nos sociétés civiles n'ont pas encore pris la mesure de ces questions-là. Sinon, on juge un gouvernement par rapport au nombre d'emplois créés. Quand les gens vont juger Macron ou Trump, c'est par rapport d'abord aux emplois créés. Et créer des emplois, ce n'est pas recruter dans la fonction publique. C'est des décisions politiques. Ce n'est pas un problème de monnaie. La monnaie ne peut pas régler tous ces problèmes-là. C'est vrai, la monnaie nous permet d'impulser
d'agir sur notre politique économique. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que la monnaie va permettre... Non, non, non. Il faut qu'il y ait la décision de mettre en œuvre des outils qui permettent aux jeunes ou à tout porteur de projet de s'installer. Pensez-vous par exemple que l'ECO va lever les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO? Oui, ça va contribuer à renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Puisque si vous quittez, si vous voulez acheter au Ghana, c'est vrai, à Accra, les gens, on utilise le CFA. Mais normalement, vous devez convertir, vous devez acheter le CD d'abord. Maintenant, si vous quittez encore le Ghana pour aller en Côte d'Ivoire, vous devez encore convertir encore ce que vous avez en CFA. En CFA encore. Donc, ça, ce sont des obstacles où il y a ce qu'on appelle les pertes liées au change. Mais avec une monnaie unique, il n'y a plus ce genre d'obstacles-là. Je dirais... Oui, monsieur Sobossi. Les échanges intracommunautaires ne sont pas handicapés principalement par la différence de monnaie que nous avons. Les échanges intracommunautaires sont handicapés par le fait que nous sommes tous des pays producteurs de matières premières et tous des pays importateurs de produits finis. C'est-à-dire que quoi? Le Bénin n'a besoin d'aucun produit qui soit fabriqué au Togo facilement. C'est vrai qu'il y a des industries mineures, mais de manière consistante par rapport au gros lot des besoins que nous avons, nous n'en avons pas de disponible dans nos pays frères. C'est ce qui nous empêche théoriquement de faire des échanges entre nous. Et aussi, peut-être les voies de transport, c'est-à-dire nous n'avons pas de voies ferrées, nous n'avons pas de liaisons maritimes faciles entre nous. Sinon, tous les pays produisant, par exemple, le cacao, le produisent, mais importent peut-être le produit fini d'ailleurs. Il n'y a pas un autre pays africain, par exemple, qui produit le chocolat en quantité aussi importante pour servir les autres pays, qui va alors dire que oui, le produit est disponible, mais que nous allons choisir de nous faire livrer en Europe ou bien ailleurs. Non, s'il vous plaît. C'est pareil pour les tissus que nous avons. Nous produisons le coton, mais si c'est que nous produisions les tissus au Bénin, les autres pays viendraient chercher les tissus aussi. Mais du fait que ce ne soit pas nous qui produisons les tissus, nous avons beau produire le coton, nous sommes obligés de le vendre à l'étranger parce qu'aucun pays africain n'a besoin de notre coton, du fait qu'ils n'ont pas des industries pour transformer le coton. Et nous n'avons pas la possibilité de nous faire approvisionner, d'acheter les tissus chez aucun pays africain parce qu'ils ne les fabriquent pas. Tant qu'il n'y a pas l'industrialisation de manière conséquente et que nous ne rentrions pas dans un schéma de production de biens finis en des dimensions considérantes, la monnaie va permettre qu'on n'ait plus à changer de visa à la frontière ou autre, mais ce n'est pas le point réel qui bloque. Vous savez, oui, vous savez, avec le refus du Nigeria d'accepter les produits importés par le Bénin, c'est une chance pour nos économies normales en réalité. C'est une chance pour nos industriels pour fabriquer des produits de substitution. Mais s'ils fabriquent les produits et que le Nigeria, il n'arrive pas à vendre parce que les produits étant plus chers à cause de la dévaluation du Naira et que nous, on n'a pas pu ajuster notre monnaie sur le Naira, vous pensez que cela peut développer? Vous pensez que les pays chinois ont ajusté leur monnaie sur la dévaluation du Naira avant que le Nigeria achète la Chine? La Chine, c'est près de 1 milliard de consommateurs. D'abord, oui. Vous prenez les grands groupes automobiles chinois, oui. Avec leur propre pays, ils vendent déjà plus que ceux qui vont vendre à l'extérieur. Oui. Vous prenez Dongfeng, ces genres de groupes-là, ils vendent déjà beaucoup parce que c'est déjà un gros marché intérieur. Vous prenez les États-Unis, c'est d'abord un gros marché intérieur. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Je demande, est-ce que vous pensez que la Chine a dû réajuster sa monnaie sur le Naira qui a été dévalué avant que le Nigeria puisse continuer à importer de la Chine? Le yuan est toujours une monnaie très basse qui permet à tout le monde de venir acheter en Chine. Vous savez, si avec le Nigeria qui a refusé tous les produits, nous, normalement, nos industriels doivent fabriquer des produits de substitution. Ceux qui faisaient la pisciculture avec le poisson-chat, quand il y a eu des dévaluation, ils n'ont pas pu vendre des produits. Ça a entraîné la faillite dans beaucoup d'exploitations halieutiques au Bénin ici. C'est parce que la monnaie, quand ils ont dévalué, on n'a pas pu ajuster. Donc, cette monnaie commune permettra à nos industriels, à nos producteurs béninois d'avoir accès plus facilement au marché nigérien. Le marché nigérien, c'est quand même les 2 tiers de la zone CEDEAO. Les 2 tiers
le Nigeria fait 2/3 de la population de la CEDEAO. Ça fait 2/3 de la population. Donc, avoir une monnaie fixe, qui a une parité fixe avec eux, qui soit plus sujette à des fluctuations, nous permettra de produire en direction des Nigériens. Vous vous trompez un peu. Les politiques du Nigeria actuellement sont des politiques de production intense qui font que si vous allez à Tokpa, vous risquez de voir des camions du Nigeria venir vendre de la tomate au lieu de venir acheter de la tomate. Même si c'est des... Aujourd'hui, vous allez à Tokpa, vous allez voir des camions du Nigeria chargés de piments. Non, le Nigeria constitue toujours une opportunité pour les Béninois, ceux qui vont produire. Toujours. D'accord. Parce que quand vous prenez les produits congelés qui passent par ici, qui vont au Nigeria, bien qu'ils aient des gens là-bas qui produisent, ils n'arrivent toujours pas à couvrir leurs demandes. Allez au nord, ils viennent toujours acheter le riz ici. Le riz produit localement est plus vendu au nord qu'ici, est plus vendu au Nigeria qu'ici. Donc je continue de penser que cette monnaie commune que nous avons avec le Nigeria est une opportunité pour nous, les Béninois, si on arrive à accompagner ça avec la politique. Je suis d'accord. Alors finalement, l'avènement de l'ECO va coïncider avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Oui. Est-ce une aubaine? Vous savez, les reproches qu'on peut faire à l'ECO, à la faiblesse du commerce intra-régional, s'applique aussi à la zone de libre-échange continentale. Il faut qu'il y ait des productions locales pour pouvoir bénéficier de la suppression des barrières douanières. Il faut qu'il y ait de la production locale. Tous ces outils ne peuvent impulser le développement à l'Afrique que s'il y a une politique volontariste de développement des PMI. Vous pensez que les dirigeants de la zone CEDEAO n'ont pas le souci de cette politique-là? Vous savez, ils n'ont pas encore pris la mesure de la chose. Je continue de penser que nos pays souffrent de la, du manque d'ambition ou du faible niveau de la prise de conscience des dirigeants de leur responsabilité face à l'histoire pour nos pays. Ils n'ont pas encore pris conscience de la chose. Vous savez, dans ce pays, le président Yahi Boni avait créé 2 outils qui devaient être de grands outils de développement, le FNPG et le FNM. Mais malheureusement, on en a fait des choses politiques. Parce que normalement, nous devons réfléchir sur nos économies et identifier des filières. Vous savez, le Nigeria refuse l'importation du riz, des produits congelés. On doit permettre à nos producteurs ici, à nos éleveurs, de produire en masse, d'avoir des chaînes de froid ici. Quand on prend un carton de poisson, produit congelé, c'est quoi? Ils ont pêché en haute mer, ils ont conditionné, ils ont envoyé. Ça peut se faire ici. Ça n'a pas besoin d'une lourde industrie pour faire ça. Et le développement économique, ce sont les PMI. Ce n'a jamais été les grandes multinationales. Je voulais dire, j'ai suivi un ex-douanier de la faculté des sciences économiques et de gestion de Lomé dire qu'il a eu comme l'impression que les dirigeants ne voulaient pas voir les PMI prospérer sur le territoire afin d'éviter qu'il y ait une masse critique de personnes qui soient indépendantes financièrement, qui pourraient se revendiquer d'une classe s'opposant à leur gouvernance. Avec le temps, j'ai compris que ça a peut-être vraiment été le cas où nos dirigeants, à un moment donné, ne voulaient pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'aient pas faim et qui seraient donc des gens à manipuler, à tenir, comme le disait quelqu'un d'autre, les tenir par la faim et par les besoins qu'ils ont pour pouvoir faire la gouvernance dictatoriale comme l'on le souhaite. Mais avec le temps, il y a une nouvelle classe de dirigeants, parce qu'il le disait, c'était autant de Yassine Bépel, autant des Bongo et autres, où ils avaient mis une répression terrible et favorisant dans le même temps les étrangers, pour que ces étrangers aient des entreprises tournant l'économie chez nous, sachant que ces étrangers ne s'opposeront jamais à leur action politique. Mais avec l'évolution que nous avons vue, il y a eu le besoin de plus de participants
à l'assiette fiscale, c'est-à-dire que nos dirigeants se sont rendus compte qu'il faille que plus de personnes participent au paiement des impôts, au paiement des taxes, et qu'on le veuille ou non, c'est mieux pour eux qu'il y ait plus d'entrepreneurs, qu'il y ait plus de jeunes, que ce soit nationaux ou internationaux, qu'il y ait des entreprises qui créent de richesses et qui participent à l'assiette fiscale. Mais je me dis au fond, cette culture qui avait été dans le temps passé, où il ne faudrait pas que beaucoup de personnes se libèrent de cette domination de manque, est peut-être encore en cours et qui empêche peut-être les gens de mettre en place des systèmes qui vont favoriser l'essor massif de plusieurs personnes possédant des sociétés. Mais je pense quand même que des actions novatrices comme le Challenge Fund qui a été lancé en temps pour sélectionner des jeunes à subventionner à hauteur de, je crois qu'ils ont finalement eu $150,000 chacun, c'est-à-dire 75 millions pour les entreprises, sont des trucs à encourager parce que tant qu'il n'y a pas ces gens de système, ceux qui n'avaient rien n'auront jamais rien. Et c'est en cela que moi je dis, une zone de libre-échange au éco, tant que nous n'avons pas des entreprises ici appartenant à des Africains, parce que l'autre grand piège qui nous guette dans la guerre économique en Chine, États-Unis, c'est que plusieurs entreprises vont se délocaliser en Afrique, produire en Afrique, bénéficier de l'AGOA, exporter aux États-Unis, mais les profits, d'ailleurs même les paiements ne vont même pas passer par l'Afrique, les paiements seront faits directement sur des comptes chinois ou des comptes étrangers. On va être comme des esclaves utilisés à corvéable comme on veut pour produire des trucs, mais tant que les sociétés n'appartiennent pas à des Africains qui vont maintenir en Afrique les profits générés par les activités de ces sociétés, le développement économique sera toujours une grande difficulté. Et c'est en cela que nos dirigeants doivent accepter qu'il y ait d'autres acteurs qui soient aussi capables d'avoir de la mobilisation financière, qu'il y ait d'autres acteurs qui deviennent aussi riches s'il le faut. Parce qu'ils sont riches, c'est pour dépenser ici. Mais tel que c'est fait aujourd'hui, où nous observons une fuite de capitaux massive par rapport à tous ces étrangers possédant les entreprises chez nous et qui, le jour où ils viennent en tant qu'investisseurs étrangers, on met la caméra sur eux, ils investissent peut-être 2 milliards, 5 milliards, on applaudit. Mais le jour où ils commencent par sortir de notre pays, les profits générés par leur activité, personne n'est plus là pour savoir combien ils sortent de chez nous. Et c'est en cela que la commission Thabo Mbeki, qui s'est statuée sur les transferts illicites de capitaux, la fuite des capitaux, trouve qu'il y a 50 milliards d'euros qui sortent d'Afrique chaque jour et chaque année. C'est tellement colossal que dans ces conditions, développer une économie ne sera jamais possible réellement. C'est comme si vous versez de l'eau dans un panier, ça ne pourra pas se remplir. Parce que pendant que vous versez, ça sort par un autre côté. Pendant que vous versez, ça sort par un autre côté. Donc, je me dis, la monnaie devrait se pencher aussi sur ces aspects de la vie économique et rentrer dans ce jeu de protectionnisme, parce qu'aujourd'hui, le monde entier joue à du protectionnisme économique. La globalisation, c'est vrai, la mondialisation, c'est vrai, mais nous voyons ce que les autres pays font. Il faudrait que nous aussi, nous pensions désormais dans ce sens et réadapter nos politiques, réfléchir à celles que nous n'avons pas encore pour pouvoir permettre à ce que ce soit les locaux qui détiennent l'économie, qui détiennent les entreprises et qui donc détiennent le pays. Et éviter d'appartenir à la France, comme Lionel Zinsou l'a dit, l'Afrique appartient à la France et à l'Europe. Finalement, Serge Vianou, 2020 pour l'avènement de l'éco, est-ce réaliste? Oui, c'est réaliste. C'est très réaliste. C'est réaliste. Le franc CFA avait été créé en moins d'un mois. C'est réaliste et c'est vrai. Les critères de convergence ne seront pas forcément atteints. Mais cela va... Chaque année, on va travailler pour atteindre les critères de convergence. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer, même si on n'a pas le consensus, même si tous les contours, tous les aspects de la chose ne sont pas réunis. On ne peut jamais maîtriser à 100% tous les aspects de tous les contours, puisqu'il y aura... c'est comme un saut dans l'inconnu. Mais est-ce que c'est même un saut dans l'inconnu? On sait que des pays comme le Ghana et le Nigeria, qui ont leur propre monnaie, sont plus développés que les pays de la zone CFA, pris tous ensemble. Justement, est-ce que ces pays n'ont pas plus à perdre que les autres, que les pays de la zone CFA, par exemple? Nous avons plus à gagner que ces pays-là.
et nous aurons accès à leur économie, à leur marché intérieur. C'est à nous de tirer profit de cet avènement de la monnaie. Je pense que les pays donc 2020, ce n'est pas utopique. Non, c'est pas du tout utopique. C'est même nécessaire. On doit faire la monnaie et régler les problèmes qui vont venir après. J'aurais ça aussi. Je pense que les pays anglophones n'auront pas grand-chose à perdre, étant donné qu'ils ont l'assurance que la Banque centrale sera de type fédéral et que leurs décisions pourront toujours être prises de façon autonome dans leur banque centrale. Ils n'ont pas grand-chose à craindre de cette fusion monétaire qui, pour le moment, est une fusion entre griffes, parce que ce n'est pas une fusion intégrale, ce n'est pas une fusion totale. Et donc, nous autres, certes, il n'y aura plus à changer la monnaie lors des frontières pour pouvoir passer d'un côté à l'autre, mais je suis convaincu que la production que nous faisons n'impactera pas encore ces pays, étant donné qu'ils ont des moyens de production, ils ont des visions de production qui dépassent de loin les moyens que nous avons pour l'heure. Et je pense 2020 est réaliste, étant donné que le franc CFA avait été créé lors d'un processus qui n'a pas duré 2 mois. Les questions de convergence, critères de convergence qu'on avance aujourd'hui, le franc CFA a existé malgré que ces critères de convergence n'existaient pas en 1945. Donc c'est une question de volonté politique. Si un autre pays venait nous coloniser, que ce soit le Nigeria, le Bénin, le Togo ou quoi que ce soit aujourd'hui, tout de suite là, dans moins d'une semaine, ce nouveau pays mettra en circulation une nouvelle monnaie. Finalement, Serge Vianou, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la zone CEDEAO avec l'ECO? Moi, je vois un avenir plus intéressant que ce que cela aurait été avec le franc CFA. Parce qu'avec le franc CFA, on ne va jamais se développer. Jamais. On ne va jamais se développer. Vous allez voir, les plus grands acteurs économiques dans la zone CFA, ce sont les entreprises françaises. C'est ces entreprises françaises. C'est parce qu'ils bénéficient d'un privilège lié à l'influence de l'ancienne colonie. Comment la France peut siéger au conseil d'administration de la BCEAO? Ce n'est pas possible. Est-ce que le Nigeria ou le Bénin, par exemple, siègent au conseil d'administration de la BCE? Ça n'a pas de sens. C'est anachronique. Comment la France siège au conseil d'administration de la BCEAO? C'est normal, ça, là. BOAD. Vous savez, nous avons un problème dans nos pays africains, surtout au Bénin. Quand vous faites des productions académiques, il y a ce qu'on appelle la clarification conceptuelle qu'on fait dès le départ. C'est pour mettre tous ceux qui vont lire au même niveau de compréhension du sujet. Nous ne savons pas au Bénin ce que c'est que le développement. Qu'est-ce que c'est que le développement? On parle de développement, mais on ne sait pas en réalité ce que c'est que le développement. Si on savait ce que c'est que le développement, on allait agir en fonction. Vous savez, le développement signifie croissance. Croissance, c'est ça, hein? Croissance, agrandissement. Nous ne pouvons plus grandir géographiquement, mais nous allons grandir économiquement en termes d'influence. Quand il y a développement, il y a des pays. Quand un pays se développe, ce sera forcément au détriment de notre pays. Quand je vois qu'il y a des programmes initiés par la France ou les pays occidentaux pour développer l'Afrique, ça ne va jamais marcher. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que nous se développe. Si nous se développent, nos entreprises vont devenir concurrentes de leurs entreprises. C'est ça. Ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent ici. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on se développe. Donc, les pays occidentaux ne vont jamais permettre que nos pays se développent. Ils ne vont jamais aider nos pays à se développer. C'est nous qui devons prendre notre développement en main. Quand on dit qu'est-ce que la France gagne à garantir notre monnaie coûte que coûte, c'est parce qu'un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts. C'est parce qu'ils y gagnent quelque chose forcément à travers nos réserves d'or qui sont là-bas, qui garantissent l'économie. Mais nous, le jour où on va commencer par se développer, ce sera au détriment de ces pays-là. Nos pays africains actuellement, on court vers les financements chinois, on dit que c'est à des taux proches de zéro et que c'est que c'est bon. Mais la Chine est aussi prédatrice que les pays occidentaux.
aussi prédatrice. Il n'y a jamais eu de transfert de technologie avec les entreprises chinoises. Allez prendre le Centre international de conférence. Ils ont une boîte de nuit là qui ne peut jamais travailler. Parce qu'un Béninois, les Béninois ne peuvent pas utiliser la table de message. Ils ne peuvent pas utiliser la table de message. Donc, tant qu'on aura notre monnaie qui sera garantie par la France, il n'y aura pas de développement pour les pays de la zone. Jaurès Sobossi, ça sera votre mot de la fin. Je pense que l'avenir avec l'éco dans la zone CEDEAO peut peut-être permettre à plus de brassage des populations. Ça va vous rassurer mieux que le franc CFA en tout cas. Pour vous dire la vérité, ça ne nous fait ni chaud ni froid pour le moment. Parce qu'en réalité, si une monnaie est soutenue par Macky Sall, Ouattara, Macron, pour la zone CEDEAO, nous restons de marbre. Non, il y a des nouveaux données. Il y a des actions qui s'imposent aux dirigeants. Vous savez, Macky Sall et Ouattara, ils n'ont pas le poids économique et politique du Nigeria. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Si les Nigérians et les Ghanéens se sont lancés dans cette économie, c'est que nous avons beaucoup à y gagner, puisque leur condition primordiale, c'était le désarrimage de notre monnaie avec l'euro. De toute façon, nous espérons que cette monnaie puisse participer à l'amélioration des conditions de vie et que l'argument de taux de change flexible ne soit pas une occasion à nos dirigeants de spolier les populations en faisant des évaluations calculées et puis manipulées. Merci beaucoup, chers invités. Merci. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de Espace Éco, mesdames et messieurs. Voilà, je recevais pour vous M. Serge Vianou. Il est juriste fiscaliste, spécialiste du droit bancaire et financier également, associé dans le cabinet Fiscagès. En face de lui, vous aviez M. Jaurès Sobossi. Il est analyste économique, également directeur d'entreprise et aussi président de l'association KS Afrique non au CFA. Merci, cher monsieur, d'être passé sur SICA TV et à très bientôt. C'est nous qui vous remercions aussi. La monnaie ne peut pas régler tous les problèmes.